I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Regard Ciné de Kinou et Marie-Lise. Nous allons aujourd'hui faire la deuxième partie du podcast consacré au film Les Affranchis de Martin Scorsese. La semaine dernière, nous avions parlé des techniques de mise en scène du grand Martin Scorsese, mais également des différents personnages, du voice-over. Donc voilà, si vous voulez écouter tout ça, c'est disponible sur la première partie du podcast. Aujourd'hui, on va continuer notre analyse et on va commencer en parlant un petit peu des changements de ton sur le film de Scorsese. Alors déjà, bonjour Kinou. Bonjour Marie, bonjour à tous. Voilà, donc dans Les Affranchis, effectivement, moi je trouve qu'il est assez inclassable ce film. Alors oui, c'est un film de mafieux, de gangster, mais c'est aussi c'est un peu une comédie quand même. Moi je le trouve drôle ce film. Par séquence, il est drôle, ouais. Ouais, mais c'est aussi un peu un thriller. Enfin, c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses et je trouve que justement Scorsese, il est assez doué pour changer de ton très rapidement parce que t'as des moments très rigolos qui sont... Donc t'as des coupes très violentes qui t'amènent tout de suite à des scènes justement très violentes, tu t'y attends pas du tout. Comme par exemple quand Henry est jeune et va montrer son joli costard à sa mère et où elle lui dit « tu ressembles à un gangster » et bim, on coupe et on voit le mec qui s'est fait... bousiller la main à coups de flingue, c'est aussi violent que la vie d'un gangster, j'imagine. Mais c'est intéressant justement de voir la façon dont il va passer comme ça d'un extrême à l'autre. Je pense qu'on peut le classer en film de Scorsese, quoi, en fait, du coup. Effectivement. C'est un truc qu'on retrouve aussi dans sa filmographie en général. C'est vrai. Après, oui, il y a... Alors, moi, je voulais aussi parler de... J'en ai parlé un peu en introduction, mais de la différence en fait de façon de filmer la mafia, les gangsters dans ce film-là, parce que je trouve que dans Le Parrain, par exemple, on magnifie un petit peu le Parrain, même quand il meurt au milieu des oliviers. Oui, c'est même mignon la fin qu'il fait. Avec son petit-fils, etc. C'est presque la mort que tout le monde voudrait avoir, effectivement, le plus tard possible, mais voilà. Là, c'est beaucoup plus trash, c'est beaucoup plus, à mon avis, plus proche de la réalité. Et un truc qui diffère beaucoup, c'est que, alors c'est peut-être une question de période et d'époque, mais notamment dans Le Parrain, c'est vrai un petit peu aussi dans Scarface, il y a un code d'honneur qui est suivi à la lettre par les gangsters, qui te permet en tant que spectateur de te raccrocher à quelque chose en disant ok, c'est pas les mêmes codes que le commun des mortels, mais ils ont quand même une liste de principes à laquelle ils ne peuvent pas déroger, sinon en gros ils se font plomber. Et là en fait ça complètement à contre-courant, parce que dans une des premières scènes du film, De Niro qui va choper Henry jeune, qui s'est fait alpaguer pour la première fois de sa vie par les flics et qui passe en jugement, qui dénonce personne en fait, il balance pas, il va le chercher à son procès. La scène est assez marrante d'ailleurs parce qu'il y a tous les sont tous là tous les mecs pour célébrer de la mafia qui l'attendent à la sortie du tribunal, qui l'applaudissent en disant en gros tu viens de te faire dépuceler, etc. Donc ça c'est assez marrant. Mais il dit deux trucs et tu peux penser que ça va être le fil rouge du film, parce que Jimmy dit à Henry, il y a deux trucs que tu dois respecter absolument, c'est tu balances jamais les potes et tu la fermes. Et en fait, il fait tout l'inverse, quoi, puisqu'à la fin, il va balancer tous ses potes et il l'ouvre un peu trop. Et c'est un truc que tu retrouves à plusieurs moments, c'est-à-dire que Jimmy, qui incarne un peu l'autorité vis-à-vis des autres mafieux, il leur donne des consignes, et en vrai, tout le monde s'en branle. Mais personne ne suit rien. Mais non, il n'y a aucune règle qui est suivie. Je veux dire, c'est des gens pas très intelligents, en fait. Ah mais oui. C'est des abrutis pour la plupart, si tu regardes vraiment. Sauf Jimmy, Henry, qui sont même Polly, qui tiennent à peu près la route. Mais je veux dire, l'autre qui va s'acheter sa décapotable rose, là, t'as envie de lui dire, mais t'es con, quoi. Elle est énorme. C'est génial. Mais bon, du coup, d'ailleurs, Monsieur et Madame Roastbeef finissent enterrés dans leur voiture, tous les deux. Oui, en fait, les conséquences sont funestes. Mais la scène, funeste. Mais la scène en elle-même, elle est plutôt marrante parce que tu sens De Niro qui se dit, mais putain,
putain, je l'aurais dit et tout. Mais ouais, c'est ça. Il est dépassé par les événements comme un peu le parent d'un ado à qui on aurait dit de ranger sa chambre et qu'il l'a pas fait, quoi. Tu l'as encore pas fait, quoi. Ouais, voilà. Et là, c'est un peu ça, tu vois. Tu te dis pas que ça va entraîner les conséquences qui suivent derrière. C'est génial. Mais et je trouve que du coup, ça déconstruit un petit peu les habitudes qu'on a sur les films de gangsters où en gros, on leur donne un code de conduite, un code moral qui, je sais pas si c'était le cas ou pas le cas, et Dieu m'en garde, mais il y a tout un tas de règles édictées qu'on te présente en général au début du film et que le héros va suivre jusqu'à son trépas ou jusqu'à la fin du film au moins. Là, c'est complètement déconstruit, c'est-à-dire qu'il y a plein de règles qu'on donne au début et que tout le monde s'emploie à ne pas suivre. Tout le monde s'en fout, oui, mais c'est sûr. D'ailleurs, quand il est en prison, la famille n'aide absolument pas Karen à s'en sortir. Non, c'est clair. Démerde-toi. Démerde-toi. Alors que tout le long, on te dit, ouais, c'est une vraie famille. Et en fait, tu te rends compte que, non, ils sont tout seuls, en fait. Hein. C'est là où tu vois aussi la patte de Scorsese qui veut critiquer un peu ce truc-là et le côté avec une morale quand même bien inscrite dans la façon dont il construit ses films. Parce que du coup, tu te dis, mais en fait, il montre aussi que c'est que du paraître, que de la façade, de la poudre aux yeux, exactement. Et ce que tu vois pas du tout dans Scarface ou dans Le Parrain. Oui. Alors, tu vois quand même une descente aux enfers. Tu te rends compte que c'est pas forcément confortable. Dans Scarface, dans Le Parrain, pas du tout. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Surtout dans Scarface, effectivement. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de faire les parallèles avec les vrais personnages de la vraie vie. Ouais. Donc, alors déjà, ils ont changé les noms de famille de Jimmy, Polly, tout ça, parce que... Alors pas parce qu'ils avaient peur qu'ils leur fassent un truc à la Gomorrah et qu'on vienne... voilà. Non, c'est juste qu'ils allaient leur réclamer de l'argent pour utiliser leur nom, en fait. Hein. D'ailleurs, il s'est gavé, Henry Hill. Bah, tu m'étonnes, il paraît que il a fait plein de thunes avec ça, mais c'est sûr. Ray Liotta, il a fait le choix justement de ne pas rencontrer Henry Hill. Par contre, Nick Pileggi avait des tas de cassettes des interviews qu'il avait fait avec lui, donc Ray Liotta s'est beaucoup inspiré des cassettes qu'il avait regardées. Par contre, De Niro a voilà, beaucoup, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, que lui avait réussi quand même à échanger régulièrement. Il arrivait à l'appeler jusqu'à 4 à 5 fois par jour. Pour avoir des détails sur le vrai Henry, par exemple, comment il versait son ketchup sur ses pâtes. Ouais, c'est ça. Donc dans la scène où il est avec la mère de Scorsese, justement, on le voit en train de faire je sais pas quoi avec sa bouteille de ketchup, et apparemment c'était réellement comme ça que le vrai Jimmy... Voilà, bon ça, De Niro, de toute façon, il a toujours eu un peu la méthode acteur studio, je pense que ça venait de là aussi, mais... Puis il était aussi... Enfin, ils habitaient pas très loin, d'ailleurs, je crois que Scorsese, ils se connaissaient pas forcément jusqu'à l'adolescence, mais il habitait aussi à Little Italy. Je crois qu'ils se sont connus assez jeunes quand même, Ouais, mais vers 16-17 ans, quoi. Donc ils ont pas grandi à côté, ils étaient pas nécessairement potes d'enfance, si on peut dire, mais ils habitaient pas loin. Ouais, Joe Pesci aussi, d'ailleurs. Ouais, effectivement. Bah d'ailleurs, quand la mère de Scorsese leur fait à bouffer, visiblement, c'était pas la première fois, quoi. Elle les connaissait bien, mais tu le ressens. Il y a plein de scènes. Alors, une des scènes, moi, que je trouve hyper marquante, c'est quand le personnage de Tommy fait rire tous ses potes au resto. Là, tout le monde se marre, il raconte une anecdote alors, qui est pas marrante en plus, franchement. Pas terrible, et donc, il en rajoute un max. En fait, il explique comment il a liquidé un mec, pour faire simple, quoi. Ça fait marrer tout le monde, dont Henry. Et à un moment, du coup, tout le monde s'arrête. D'ailleurs, la musique s'arrête. T'as l'impression que tout est en pause autour d'eux. Tommy dit mais je te fais rire. Pourquoi je te fais rire ? Ouais, parce qu'il dit t'es drôle. Il dit t'es drôle. Je t'amuse. Je t'amuse, je suis un clown. Je suis un clown, c'est ça. Et là, tu sens génial, que cette le scène. mec, en fait, peut partir. Et cette scène-là, en fait, Joe Pesci l'a vécu en tant que serveur. Il était serveur dans un restaurant italien quand il était plus jeune. Et donc, il y avait aussi des membres de la mafia qui venaient déjeuner. Et donc, pareil, il avait dû rigoler à la blague d'un d'entre eux. Alors qu'il avait fait marcher, mais il a expliqué... il avait dû flipper quand même. Il a flippé pendant les 15-10 secondes où il l'a fait marcher en disant... Donc il a remis ça dans le film. Je trouve que c'est une des scènes cultes pour moi, celle-ci. Mais c'est peut-être la meilleure scène, c'est sûr. Et justement, elle est très utile pour la suite quand tu vois comment il réagit face à Spider ou face à Billy Bats. Où tu sais qu'il a pas vraiment qu'il est capable en fait de plomber un mec sur et puis de switcher comme ça d'attitude et d'humeur. Tu t'y attends juste pas en fait. Et c'est vrai que tu vois quand il y a aussi la scène où il tue Spider qui m'avait vachement choqué la première fois que j'ai vu le film. Et en plus là en revoyant le film je me suis fait une réflexion. Spider en fait c'est la façon dont Tommy est avec Spider, c'est la façon dont Billy Bats était avec Tommy.
les relations sont à peu près les mêmes en termes de dynamique de pouvoir. Tommy, c'était le petit jeune qui du coup cirait les chaussures quand Billy Bats était un peu plus jeune, quoi. Et maintenant, Spider, c'est celui qui les sert. C'est en gros, Tommy était... Et tu vois, au lieu d'intégrer le fait que l'humiliation qu'il avait subie avec Billy Bats a été compliquée, lui, il reproduit exactement la même chose avec Spider derrière. Enfin, même en pire, parce qu'il finit par le tuer, quoi. Mais et il le plombe parce qu'il y en a un qui lui dit putain, mais. Oui, c'est Jimmy qui lui dit mais tu vas lui séparer comme ça. En rigolant, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est même assez marrant, entre guillemets, mais même la suite en disant putain, je rigolais. Ouais. Henry, lui, t'as l'impression qu'il est un petit peu outsider de tout ça, tu vois, il est là, il observe, mais il est obligé de se mouiller par moment parce qu'il sait qu'il peut pas faire autrement, notamment quand il aide à enterrer Billy Bats, du coup, alors que lui, il a rien fait. Et qu'il le sent venir en plus, et qu'il a peur que ça se passe comme ça. C'est très intéressant de voir comment chacun réagit et ce que ça dit d'eux, en fait. Je voulais revenir aussi sur alors ce qu'en anglais on appelle les needle drops, c'est-à-dire la façon d'utiliser certaines chansons et de les caser, des chansons déjà préexistantes, et de les caser dans le film à des moments opportuns. Donc, bon, il y a 2 maîtres incontestés, c'est Scorsese et Tarantino, je pense. Ouais. Et à mon avis, c'est Tarantino qui tient de Scorsese. Je pense que Scorsese est encore meilleur à ce niveau-là pour vraiment utiliser... C'est plus subtil, je pense. C'est ça, c'est-à-dire... Ça serait trop facile de le faire avec des vrais hits, des vraies chansons très célèbres. Scorsese et Tarantino, ce qu'ils font de très bien, c'est qu'ils vont chercher la petite chanson peu célèbre du catalogue de certains artistes et arriver à te la recaser, mais vraiment au super bon moment. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et bon, il fait toujours ça dans plein de films de sa filmographie. Les chansons, elles sont vraiment incroyables. T'as des univers musicaux hyper différents. Et là, ce qui est bien avec les chansons qu'il utilise, c'est qu'au début, t'as des chansons plus 60s qui reflètent aussi l'époque. Ouais. Et plus on avance en temporalité, plus on s'approche de sa période cocaïne et drogue à Henry, plus on a les Rolling Stones, enfin tu vois, des trucs qui peuvent évoquer la drogue quand tu les entends en plus, quoi. Donc je trouve que vraiment c'est ultra bien fait et ça mérite aussi qu'on en parle. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais... Je crois que là, j'ai fait à peu près le tour. Je pourrais parler de ce film pendant 6 heures, en fait. C'est sûr. Moi, j'ai 2-3 petites anecdotes sur lesquelles je voulais revenir. Cool. Quand Karen hurle devant la porte de la maîtresse de Henry, elle est avec 2 petits-enfants, c'est ses vrais enfants. Ah, ok. Je sais pas quelle idée. Ouais, parce qu'ils sont petits en plus. Ça peut être traumatisant. Je pense que ça peut être... Bon, voilà. Lorraine Bracco, je sais pas pourquoi elle a décidé d'emmener ses vrais enfants sur cette scène. Pour la scène d'Air France, quand ils réussissent à encaisser le magot, De Niro avait demandé à avoir de vrais billets. Il voulait pas que ça soit des faux billets. Donc le mec en charge des accessoires a dû vider son propre compte en banque pour tourner cette scène. Du coup, il a pas quitté le plateau ce jour-là, ça peut se comprendre. Parce qu'il avait pas envie qu'on lui tire son fric. Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme 5-6 000 $. Ouais, c'est pas mal quand même, quoi. Voilà. Donc, alors, au niveau du box-office, budget de 25 millions et le film a rapporté 45 millions, ce qui est pas énorme en fait. Il a pas eu un succès si énorme que ça à sa sortie. Ouais. Comme pas mal de films qu'on a déjà évoqués en fait. Ouais. Hein. Il y a certains films qui sont assez incompris au moment de leur sortie. C'est après qu'on se rend compte que... Après, ouais. Nomination aux Oscars pour le meilleur film, meilleur scénario, meilleur montage, meilleur réalisateur. Mais c'est l'année de Danse avec les loups. Donc en fait, ils ont eu qu'un seul Oscar. C'est l'Oscar du meilleur second rôle pour Joe Pesci. Ray Liotta n'a même pas été nominé pour le meilleur acteur. Je trouve pas normal parce que quand même sa prestation elle est assez remarquable. De Niro n'est pas nominé pour meilleur second rôle. Par contre, Lorraine Bracco, elle est nominée pour le meilleur second rôle, mais elle perd face à Whoopi Goldberg pour Ghost. Bon alors j'aime bien Ghost. Hein. C'est pas la même performance. Là quand même. Alors Whoopi Goldberg en fait c'est un des Oscars célèbres pour être en fait l'Oscar donné pas au bon moment. Elle aurait dû l'avoir l'année d'avant pour La couleur pourpre. Ah ouais, ok. Et en fait, c'est une façon pour l'Académie de dire désolé, on n'a pas pu te le donner l'année dernière, on va te le donner pour Oda Mae Brown dans Ghost, quoi. Bon. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Bon, mais du coup, Bracco n'a jamais eu d'Oscar et c'est vrai qu'elle non plus, elle a pas fait grand chose après. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on la retrouve par contre au passage. Si vous aimez Les Affranchis, je vous invite vraiment à regarder la série Les Sopranos. Et
très largement inspiré des Affranchis et de l'aveu de tous ceux qui ont conçu la série. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas. Tu l'as regardé toi la série ? Ouais, là juste pour préparer le podcast. Alors, j'ai pas fini. Je trouvais surprenant que tu l'aies jamais vu. Je me rappelle, je t'en avais parlé une fois. Tu m'avais dit non, j'ai jamais regardé. Moi, je l'ai jamais vu, mais je me disais que ça serait parfait pour toi. C'est génial. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. C'est génial, vraiment, c'est une série, c'est top. Et du coup, elle est toujours dans les top 5 des meilleures séries de tous les temps. Mais franchement, c'est vraiment une tuerie, hein. C'est le cas de le dire en plus. Ouais. Et c'est très, oui, tu retrouves beaucoup d'éléments que tu as dans le film Les Affranchis, et du coup, ça permet de les fouiller de manière un peu plus détaillée, parce que tu as plus le temps de montrer. Et il se trouve qu'il y a 27 acteurs qui jouent dans Les Affranchis que tu retrouves dans la série Les Sopranos, dont Michael Imperioli qui joue Spider. Ouais. Et Lorraine Bracco. Qui joue du coup un des rôles principaux de la série, puisqu'elle est la psy du parrain de la mafia dans la série Les Sopranos. Ouais, faudrait que je la regarde. Non, franchement, c'est génial. Ouais, faut regarder. Tout le monde dit que c'est génial. Ouais, et puis en plus, franchement, si tu as aimé Les Affranchis, tu vas aimer Les Sopranos, c'est sûr. Et en plus, là, le plaisir dure un peu plus longtemps. Ouais, donc, forcément. Même bien que le film soit long. Mais oui, effectivement, donc sans Les Affranchis, pas de Sopranos. J'irais même plus loin. Sans la scène où tu vois Tommy et Henry en train de discuter tranquillement de leur rencard devant le bar qu'ils sont en train de brûler, il n'y a pas de Pulp Fiction 5 ans plus tard. Ah ouais. Ça, c'est du Tarantino dans le texte, en fait. Ouais, tu vois. C'est vrai. C'est en revoyant la scène que je me suis dit, mais c'est tellement lié. C'est vrai qu'il y a un bout d'inspiration là. Il y a beaucoup de similitudes avec Pulp Fiction, en fait, si tu regardes. Hein. Déjà, c'est un ensemble d'acteurs, quoi. Tu as beaucoup de personnages importants. Les changements de point de vue, qui sont aussi très présents dans Pulp Fiction, faits différemment, mais qui sont quand même là. Des persos que t'aimes pas vraiment ou que tu sais pas si t'as le droit de les aimer ou pas. On sent une influence quand même assez directe. Ouais, c'est vrai. On va passer aux questions maintenant. Allez, go. Ça marche. Réplique culte. Voilà, c'est dur. Hein. Ah ouais, il y en a beaucoup en fait. Hein. Moi, j'ai quand même choisi Pourquoi je te fais rire. Quoi. Ouais, moi j'ai pensé à celle-là. Comment ça, je suis marrant. Voilà. Aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours voulu être un gangster. Ouais. Et j'ai noté en anglais. Parce que tous les podcasts que j'ai écoutés du coup sur Les Affranchis, ils s'entraînaient tous à imiter De Niro quand il dit si tu l'as insulté un petit peu, you insulted him a little bit. Et j'arrive pas à le faire, mais en fait quand les gens imitent De Niro, ils imitent toujours ça en fait. Donc voilà, j'ai pensé à cette réplique parce qu'elle est tellement, c'est De Niro quoi. Meilleure scène. Meilleure scène. Alors tu parlais du plan séquence tout à l'heure. Elle en fait partie. Elle en fait partie. Moi, il y a un autre plan séquence en vue immersive que j'aime bien, c'est l'autre à laquelle tu faisais allusion, où en fait on te présente tous les gangsters, ils rentrent dans le bar aussi, et on te présente tous les mafieux qui disent bonjour en fait à Jimmy Roastbeef, machin, Two Times. J'ai cherché des clopes. Et tout ça, je trouve cette scène-là très cool, très marrante, parce qu'en plus, voilà, ils ont les surnoms, ils t'expliquent pour certains d'entre eux pourquoi on leur a donné ce surnom-là, etc. Je trouve le truc sympa, et pour moi, ça serait la scène préférée, mais il y en a beaucoup qui sont brillantes. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai pensé à la scène Pourquoi je suis marrant, quoi, parce que. Ouais, aussi. Ouais. Bon, déjà pour l'anecdote que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est réellement arrivé à Pesci, où Scorsese lui a conseillé de l'intégrer au film. Je t'ai brûlé. Non, pas du tout. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils l'ont improvisé, et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que quand Pesci lui a dit ça m'est arrivé quand j'étais jeune en tant que serveur, Scorsese a dit ça, on le garde, c'est une super idée. Mais pendant les répétitions, tu vas le faire, mais tu vas pas prévenir Ray Liotta. Ray Liotta est pas au courant. Hein. Voilà. Alors dans la scène qu'on voit, il est au courant parce que c'est une impro retravaillée 150 fois. Mais quand ils faisaient des répétitions, en fait, la première fois ils l'ont pas dit et donc Ray Liotta a été très surpris et voilà. Et ils ont retravaillé l'impro plusieurs fois et ça a donné ce qu'on voit dans le film. Mais je trouve que même la façon de la filmer, elle est intéressante dans cette scène parce qu'on coupe pas, on reste en plan large. Là où pas mal de réalisateurs, et ça aurait pu se défendre aussi, auraient décidé de faire des gros plans sur le visage de Ray Liotta surpris ou des choses comme ça. Là, pas du tout. Ça reste en plan large. Et en fait, c'est comme si toi aussi t'assistais à la scène et tu partages le malaise des autres qui sont autour et qui se disent oh punaise, il va partir en cacahuète, c'est sûr. Même il y en a un qui lui dit mais c'est un bon gars, Tommy. Et l'autre il dit non mais attends, c'est un grand, il peut répondre. Et c'est vrai qu'on a tous connu des gens comme ça qui sont capables de switcher d'un coup et où tu te dis mais putain il s'est passé quoi, j'ai pas compris. C'est vrai que ça fout assez mal à l'aise quand même. C'est vrai. Et c'est vraiment une scène vraiment importante pour le film aussi parce que derrière ça t'aide à comprendre
Ça t'aide à avoir peur quand il est avec Spider, ça t'aide à avoir peur quand il est avec Billy Bats, parce que tu te dis, ah ouais, ce mec, il est capable de partir en cacahuète. Quoi. Et tu le vois juste après en plus, parce que pour le coup, le serveur qui lui réclame l'ardoise, il prend cher, quoi. Bon, en même temps, tu fais pas ça devant tout le monde, en fait, quoi. Surtout avec Tommy. Eh ben oui, non mais forcément, en tout cas, c'est voilà. Mais bon. Et puis, justement, la scène de la mort de Spider. Rappelle-moi, Marie, de pas te réclamer des sous si jamais tu m'endors, hein, parce que si tu réagis comme Tommy, je préfère que tu conserves ton ardoise. Quand tu sais que le mec il est dangereux, tu vas pas le voir devant tous ses potes pour lui dire tu me dois 7000 balles, quoi. Je suis d'accord. Tu fais ça de manière un peu plus maligne, quoi. Je sais pas, mais bon. Enfin, n'empêche que je pense que en l'occurrence, le mec du bar, il s'est bien fait avoir. Parce que, à mon avis, le plan de Paulie depuis le début, c'était de racheter une partie du bar. Je pense que pour le coup, là, il l'a bien manipulé. De le faire. En fait. Ouais, voilà. Donc c'était très malin. Voilà. Je pense que Tommy peut-être même fait exprès de faire ça pour que sur les ordres de Paulie, tu vois. Je pense. Mais bon. La scène de la mort de Spider, quand Tommy lui tire dessus, quoi. Les producteurs, en fait, à la base, ils voulaient supprimer cette scène et Scorsese, il a dû se battre pour la garder. Et en tombant, Michael Imperioli, donc celui qui joue Spider, il s'est coupé la main. Et donc il a dû aller aux urgences. Mais comme il avait son t-shirt plein de sang, tout ça, ils ont cru qu'il s'était fait tirer dessus, en fait, quoi. Non, j'ai juste la main coupée, les gars. Qui mériterait un Oscar, selon toi ? Tous. Ouais, franchement, tous. Et je sais pas, pour taquiner Scorsese, j'aurais dit l'Oscar du meilleur dernier film de gangster de Scorsese. Parce qu'il avait dit aussi que ce serait son dernier, et au final, il en a quand même fait 2-3 autres. Il a eu un Oscar d'ailleurs pour Les Infiltrés. Les Infiltrés, ouais. Aussi. Ouais, magique. Et puis même, globalement, le Loup de Wall Street, tu peux te dire que c'est aussi un film de gangster. Hein. Oui. Parce que c'est les gangsters. Mais en fait, modernes. d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a plein de ponts à faire entre le Loup de Wall Street et Les Affranchis. C'est exactement la même trame. Pareil, il monte en flèche et il redescend. D'ailleurs, je les ai vus. Je m'étais fait une période Scorsese parce que ça manquait cruellement à ma culture. J'en avais vu très peu. Donc, j'ai un de mes collègues, Sandro, si tu nous écoutes, salut à toi. Il m'avait prêté Les Affranchis et Casino il y a quelques années que j'avais pas vu. Donc voilà, je rattrapais un peu mon manque de culture sur ce point-là. Et peu de temps après, ils avaient passé le Loup de Wall Street à la télé. Et je me rappelle que j'étais ressortie de ces films en me disant la drogue c'est mal. La drogue, c'est mal. Clairement, parce que finalement c'est ça qui les mène à leur perte autant l'un que l'autre. Aussi. Si tu regardes. Mais il y a plein de trucs. Et d'ailleurs il y a presque un teasing pour le Loup de Wall Street dans Les Affranchis à un moment donné où le personnage de Jimmy dit aux flics vous avez pas fini de me casser les couilles, allez donc faire chier les vrais gangsters qui sont à Wall Street ou un truc comme ça. Quoi. Ouais, donc c'était un bon pont entre les deux, effectivement. Si tu faisais un nouveau casting, tu casterais qui ? Franchement, j'ai été incapable de répondre à cette question et pourtant je me suis creusé la tête. C'est dur, hein ? Ouais, moi je peux pas enlever De Niro, je peux non, pas mais enlever De Niro, tu peux pas. Même le Ray Liotta, il incarne tellement le truc, franchement. Ouais. J'ai pas trouvé. Pourtant j'ai cherché, mais vraiment j'ai pas trouvé. Moi, je peux te donner déjà qui il voulait à la base. Ah ouais, je savais, j'ai fait ça, ouais, tu vois. Alors, attention, quand tu vas savoir qui voulait quels étaient les acteurs que le studio voulait, tu vas te dire putain, heureusement que ça s'est pas fait. Pas Scorsese, le studio. Donc le studio à la base voulait engager Tom Cruise pour le rôle de Ray Liotta. Oh non. Et Madonna pour le rôle de Karen. Bon, voilà. Madonna, why not, mais non, Tom Cruise, non. Bah, Tom Cruise, je pense que c'était l'époque où en fait tu faisais un film, il fallait demander à Tom Cruise, quoi. Ah ouais. Je sais pas, mais en gros, bon, il a fait La couleur de l'argent après avec Scorsese quelques années plus tard, qui est un film un peu différent, mais qui est sympa aussi. Ils avaient pensé à Val Kilmer. Pourquoi pas ? À la place de Ray Liotta. À la place de Ray Liotta. D'ailleurs, qui a une carrière un peu trouve qu'il aurait pu. Une trajectoire assez similaire, ouais. Et Alec Baldwin. Qui aurait été pas mal. Ah ok, Alec Baldwin, ouais. Alec Baldwin, je l'aurais vraiment vu dans le rôle. Franchement, pour le coup, ok. À la base, Irving Winkler, donc le producteur du film, ne voulait pas Ray Liotta. Pour la petite anecdote, 7 ans avant le tournage du film, Liotta, qui rêvait de tourner avec Scorsese et qui n'avait pas encore fait vraiment de film jusque-là, voit Scorsese au Venice Film Festival. Il lui court après. Il lui explique qu'il l'admire beaucoup et il lui donne une cassette de lui. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Les acteurs faisaient des petites cassettes avec différentes scènes pour montrer leur talent. Bon, je suis pas sûr que ça a eu un impact, mais des années plus tard, lorsque il cherche les rôles pour Les Affranchis, De Niro parle de Liotta à Scorsese parce qu'il l'a vu dans le film Dangereuse sous tout rapport, Something Wild en anglais, de Jonathan Demme.
Liotta a un petit rôle dans le film, mais il a quand même marqué les spectateurs. Et Scorsese regarde sa prestation et il se dit ouais, ça peut le faire. Moi, voilà, celui-là, il m'intéresse. De son côté, Liotta, il entend parler des Affranchis et il veut vraiment faire partie du film. Il pensait même pas être le rôle principal, hein, il voulait juste un petit rôle. Et donc Scorsese pense à lui pour le rôle principal et Irving Winkler, donc le producteur, n'est pas du tout d'accord. Ils auditionnent plein d'acteurs, ils trouvent pas quoi, pour le rôle d'Henry Hill. Et un jour, Irving Winkler, il est au resto et Ray Liotta, par hasard, se trouve là. Bizarre. Ouais, à mon avis, bon voilà. Et il demande à lui parler, il lui dit est-ce qu'on peut sortir 2 minutes, je voudrais te parler, voilà. Donc Irving Winkler le suit et Ray Liotta lui explique pourquoi il veut le rôle. Il arrive à le convaincre et Winkler appelle Scorsese et lui dit bah écoute, t'as raison, on le prend lui. Donc c'est comme ça que Liotta a eu le rôle. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit exactement, j'en sais rien. En tout cas, comme quoi des fois le culot ça paye. Ouais, ça peut payer. Ouais. Oui, parce qu'à mon avis, j'étais là, je suis passé par hasard. Oui, bon, bizarre quand même. il croit moyen. Et Paul Sorvino, qui a le rôle de Paulie, à la base, il accepte le rôle parce qu'il a vraiment envie de travailler avec Scorsese, mais comme en fait le film a mis un certain temps à se faire, Paul Sorvino a commencé à avoir les pétoches. Et il s'est dit que, en fait, il trouvait pas le personnage de Paulie en lui, il n'arrivait pas à être aussi convaincant. En fait, il faut savoir que Paul Sorvino, donc là, on a du mal à le croire quand il interprète Paulie, mais en fait, c'est vraiment un artiste, le mec, c'est un sculpteur, un poète. Ouais. Enfin, rien à voir avec le rôle de Paulie, quoi. Et il pense que la seule personne qui aurait pu jouer le parrain, c'était Marlon Brando, parce que c'était le seul acteur capable d'avoir autant de pouvoir sans même avoir à ouvrir la bouche. Et il dit, moi, j'ai pas ça. Et un jour, en se brossant les dents, il se regarde dans le miroir et il se fait un regard à lui-même. Il se dit, waouh, je me suis fait flipper. C'est le regard de Paulie. Et finalement, il a réussi à... Parce qu'il voulait carrément se désengager du projet. Ouais, il commençait à regarder comment briser le contrat et tout, parce qu'il se sentait pas de jouer le rôle. Et finalement, tu vois, il a réussi. Il se demandait même s'il n'arrivait pas à avoir à se casser une cheville. Enfin, tu vois, un truc carrément violent, quoi, pour pas avoir à faire le film. Et finalement, il a réussi à maîtriser son personnage comme ça. Je trouve que l'histoire, elle est assez intéressante. C'est bien maîtrisé, quand même. Et c'est génial, parce que moi, je le trouve super. Et tu fais pas le pont du tout avec le parrain de... Brando, non, c'est pas le même personnage. Mais alors, Paulie, il arrive à être chaleureux, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ce qui aurait été, je pense, une erreur, ça aurait été de vouloir faire Brando, en fait. Voilà. Ce qui était un risque aussi. Là, c'est complètement différent. Mais tu le sens menaçant quand même. C'est ça que je trouve génial, en fait. C'est qu'il arrive à être chaleureux, mais que tu sens qu'il y a une aura qui... Faut pas faire chier, quoi. Faut pas le faire chier, exactement. Et donc, le rôle de Karen... donc Lorraine Bracco, qui joue Karen, elle sortait avec Harvey Keitel depuis longtemps. Donc Harvey Keitel, il avait joué dans Mean Streets notamment, donc il connaissait bien Scorsese. Elle avait auditionné pour un rôle dans After Hours de Scorsese. Et Scorsese là a fait un truc que les réalisateurs font très très rarement, c'est-à-dire qu'il l'a rappelé et il lui a dit écoute, je vais pas te donner ce rôle-là, mais je sais qu'on travaillera ensemble un jour. Et donc il a pensé à elle pour le rôle de Karen quelques années plus tard. Quant à Frank Vincent, qui joue Billy Bats, c'est assez rigolo parce qu'il avait un duo de chansons comiques avec Joe Pesci, en fait. Oh, sérieux ? Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait rire ? Ouais, je sais pas si moi je me sentirais mal de rire, du coup j'aurais un peu peur. Mais voilà, c'est intéressant de savoir qu'ils se connaissent depuis très longtemps, en fait. Bon, moi j'ai essayé de refaire mon casting à moi, franchement c'est trop dur, mais bon, j'ai quelques propositions. Dans le rôle de Henry, DiCaprio ou Matt Damon ? Ouais, j'ai pensé à DiCaprio aussi, mais je me suis... en fait, on pense à DiCaprio pour tout, parce qu'il sait tout jouer. Ouais, puis en plus, avec Scorsese, ça fit, quoi. Matt Damon aussi, c'est le casting des infiltrés, en fait. Ouais, donc voilà. Mais je l'aurais vu assez bien, Matt Damon, dans le rôle. Voilà. Ouais. J'avais pensé à Ryan Gosling, mais j'ai envie de voir Ryan Gosling dans tout, donc comme toi avec Charlize Theron, du coup, donc voilà. Dans le rôle de Jimmy, bon, alors on est d'accord que personne ne sera jamais meilleur que De Niro. Si vraiment il fallait recaster, j'aurais mis J.K. Simmons. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le prof de batterie dans Whiplash. C'est aussi celui qui joue dans Juno, qui joue le père de Juno. Ah ok, ouais. Mais dans Juno, il est tout gentil. Souvenir, ouais. Quel accessoire t'aurais voulu garder du film ? Peut-être la Cadillac Rose, tiens, pour rigoler. Elle est trop chouette, la Cadillac Rose. Moi, j'aurais voulu les sous du casse Air France, puisqu'en fait, c'est des vrais. Je les aurais ramenés chez moi, je les aurais utilisés. Quelle est la meilleure musique du film ? Je sais pas dire non plus. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais je pense que la première, en effet... From Rags to Riches. Ouais, je suis d'accord. J'aurais eu tendance à choisir celle-ci. Elle est vraiment super.
Quelle leçon de vie tu retiens de ce film? Je ne retiens aucune leçon de vie de ce film. Moi, j'ai reçu C'est pas l'objectif. 2 choses essentielles dans la vie. Jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse. Ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, c'est un principe qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Donc, à partir de là, tu peux pas considérer Bon, que la c'est drogue, ça. c'est mal aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est... Voilà, c'est un peu tout ce qu'on retire du film. Les questions auxquelles on n'aura pas la réponse. Alors moi, j'en ai une. Vas-y, je t'écoute. Quand Henry dit qu'il veut divorcer de Karen, Polly lui dit non, mais on divorce pas, on n'est pas des animaux. Et en fait, tu vois, voilà. Et il dit, mais t'inquiète, moi j'irai lui parler à elle. Je sais comment lui parler, surtout à elle. Il se trouve qu'il y a eu des rumeurs, et c'est peut-être un clin d'œil à ça, il y a eu beaucoup de rumeurs dans la vraie vie, comme quoi Polly aurait couché avec Karen, en fait, les vrais. Le vrai Polly Ah oui, d'accord. aurait couché avec donc c'est la peut-être vraie une Karen. petite, référence En fait, ouais, il y a beaucoup de rumeurs, donc il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai. Ok. Quand il dit surtout à elle, Ouais. Oui, ça me laisse à penser que on sous-entend un petit On peu ça sous-entend ça. finalement. Parce que moi, cette réplique, elle m'avait fait tiquer. Je m'étais dit, mais comment surtout à elle? On les voit jamais se parler, tu vois, dans le film. oui, C'est bizarre. ça n'a aucun rapport. Du coup, ça rejoint aussi ma question. Donc ça, c'était ma première question. C'était, est-ce que tu penses que du coup, Polly a eu une liaison avec Karen dans le monde du film? C'est possible. C'est possible. Parce qu'il a bien fallu qu'elle s'en sorte d'une façon ou d'une autre quand il était en tôle. Mais, ouais, et d'un autre côté, il pouvait pas trop l'afficher non plus dans le film parce que ça discréditait complètement le personnage de Karen, je trouve. Voilà, c'est vrai. Qui a balancé Tommy pour avoir tué Billy Bats, qui était un mec qui avait été nommé, hein, c'est pour ça qu'à la fin il meurt, hein, Tommy. Qui a balancé Tommy? Ouais, putain, c'est ouais, parce que c'est ou Jimmy ou Henry en fait. Eh ben non, moi je pense que c'est Karen. Tu vois Henry en train de nettoyer sa voiture parce qu'elle pue la mort. Et il y a Karen à côté de lui qui dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je nettoie mon coffre. Enfin voilà. Si Karen couche réellement avec Polly, Ah ouais. est-ce que même sans le vouloir, tu vois, dire putain, je sais pas ce qu'il fout, enfin tu vois. Ok, donc tes 2 questions sont liées. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai enchaîné les 2. Est-ce que ce serait pas Karen qui aurait. Bon, on saura jamais, mais c'est intéressant de se poser la question. C'est une bonne question. En effet, j'avais pas eu cette possibilité d'ouverture. Et toi, du coup, c'est quoi tes questions Alors moi, auxquelles on n'aura jamais c'est réponse? beaucoup plus terre à terre du coup, mais c'est en effet ce que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi Ray Liotta a pas eu une meilleure carrière que celle qu'il a eu, parce que franchement, il est excellent dans le Il film. est excellent et je pense qu'il peut jouer plein de choses. Ouais. De par Mais son d'ailleurs, il physique. joue plein de choses dans le film, déjà. Oui, c'est vrai, déjà. rien Au que niveau dans le des film, émotions et ouais, tout, c'est assez clair. impressionnant. C'est clair. Et là, ce regard très clair, Ouais. enfin, ça donne plein d'ouvertures de possibilités sur des rôles qu'il aurait pu interpréter. Donc, j'ai pas la réponse à cette question, mais c'est il sûr. aurait mérité une meilleure carrière. Il est décédé d'ailleurs, je crois. Il est mort, ouais. Il est décédé, je sais plus, assez récemment. Hein, Ouais. ouais. Donc, Paix à son âme. paix à Mais son âme. ouais, C'est déjà une belle carrière, mais elle aurait pu être tellement plus. Ben, ça énorme. aurait pu être un mec au niveau d'un DiCaprio Ouais, ou je d'un, pense. tu vois, voilà, Ouais, je pense. il aurait pu avoir ce type de carrière-là, je pense, ouais. Avec qui tu irais voir le film? Bah, j'aimerais bien aller voir le film avec. Mais notre collaboration s'arrêtera à la fin de la séance. Avec Henry Hill? Avec Henry Hill. Pour savoir ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Ouais, voilà, exactement. Parce que ça, c'est une autre question que j'aurais posée, c'est quelle est la part de fantasmer et la part de réel dans ce qu'il effectivement. raconte. Complètement, ouais, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour sur... Tu irais avec qui, toi, Marie? Avec qui j'irais voir le film? Avec toi. Ah, quand même. Ouais, parce que je pense que t'es la personne la mieux placée dans mon entourage pour voir les films de gangsters. Bah, justement, mon collègue Sandro aussi, d'ailleurs, qui te ressemble pas mal sur ce point. Donc voilà, je vous emmènerai tous les deux voir le film et je vous écouterai Mais on peut discuter du là, film pour le après. coup, c'est possible. Hein. Là, pour le coup, c'est possible. Plus facile qu'Henry Hill Ah oui, je pense. ou que De Niro, tu vois. Voilà, Je pense. donc voilà. Ouais, je vous emmènerai tous les deux voir le film et je vous écouterai discuter de ça. Je pense que vos discussions seraient franchement fascinantes. Voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. On vous rappelle que donc, vous pouvez nous écouter sur FM 43, sur RDB-FM, mais également vous pouvez réécouter nos podcasts sur Spotify et sur YouTube avec le titre Le Regard Ciné de Kinou et Marie-Lise. Merci à tous et à très bientôt. Ciao tutti.